Bienvenue, mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le 6e épisode du podcast B2B2Go. B2B2Go, c'est le podcast sans prétention qui vous sert à chaque épisode les meilleurs outils et pratiques en vente et marketing B2B. Le podcast est propulsé par Ox, une firme spécialisée en développement d'affaires numériques B2B. Les conseils et astuces abordés dans ce podcast sont donc le fruit d'expériences de terrain dans l'accompagnement quotidien de nos clients. Ici, on aborde des enjeux auxquels vous faites face au quotidien et on vous sert des exemples concrets et des astuces qui peuvent être appliquées et vous aider au sein de vos opérations de développement d'affaires. Donc, avant de commencer avec le thème d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre infolette pour être notifié à chaque nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Pascal Bastien, expert en marketing automatisé et directeur développement des affaires chez Solutions Metrix, une boîte qui aide les entreprises à sélectionner la meilleure plateforme CRM selon leurs besoins et qui les accompagne dans la mise en place jusqu'à la formation des employés. Pascal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir pour ce 6e épisode de votre podcast. Écoute, j'ai introduit Solutions Metrix vraiment très rapidement. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est la mission de Solutions Metrix puis ton rôle au sein de l'entreprise, juste pour qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Absolument. Solutions Metrix, c'est une organisation qui fait l'implémentation de logiciels CRM. Donc, CRM, c'est l'acronyme pour Customer Relationship Management. Donc, principalement, le CRM regroupe 3 piliers principaux, dont les ventes, le marketing, qui souvent est appelé le marketing automatisé, ainsi que le volet service. Donc, Solutions Metrix, là, est une entreprise qui œuvre dans ce secteur-là depuis plus de 10 ans. On a plus de 250 clients actifs. On a fait de plus de 400 implémentations depuis le lancement de l'organisation. On a fait des implémentations dans diverses industries. Ça peut être tant dans l'industrie du transport que dans l'industrie du médical, que dans l'industrie du pharmaceutique, ce qu'on appelle le manufacturing. On a des clients de toute taille, donc on a autant des PME, donc des plus petites organisations. On a des clients aussi qui sont de plus grandes envergures. Donc, je pense ici là, à la Croix-Bleue, qui est un client chez Solutions Metrix. On est une organisation qui est plateforme agnostique, qui est notamment un élément différenciateur dans l'industrie là avec nos compétiteurs. Qui dit plateforme agnostique dit qu'on n'est pas exclusif qu'à un seul produit, un seul partenaire. Donc, ça va autant dans le volet du Salesforce qui est très bien connu dans l'industrie que dans le Microsoft Dynamics. On est partenaire aussi avec Créatio, Sugar CRM et HubSpot. OK, puis ton rôle, on voit que tu es expert en marketing automatisé et directeur développement des affaires. Peut-être nous en dire un peu plus sur ce que tu fais là, au sein de l'entreprise. Certainement. Donc, j'ai joint Solutions Metrix, ça fait plus de 2 ans. J'ai un rôle où est-ce que j'étais plus impliqué dans la gestion de projets CRM. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre chacune des facettes des produits, tant des volets vente, marketing et service. Ceci étant dit, j'ai un bagage qui est strictement dédié au marketing numérique. Donc, chez Solutions Metrix, j'ai eu l'occasion d'œuvrer un peu dans ce contexte-là où est-ce que j'ai bâti une pratique de marketing automatisé, un département dans lequel là, on a maintenant des consultants et consultantes en marketing automatisé. Par la suite, mon rôle a évolué un peu plus du côté de développement des affaires, dans lequel j'ai un rôle qui est un peu scindé en deux. Donc, le premier volet est plutôt relié à la gestion départementale, donc bâtir les processus de vente, bâtir la documentation, s'assurer là qu'à l'interne, les approches de vente aussi sont peaufinées et suivent aussi les tendances du marché. Et le deuxième est plus au niveau d'un gestionnaire de compte, dans laquelle je vais assister mes collègues là du début d'une opportunité jusqu'à la clôture de cette opportunité-là. OK, fait que t'es vraiment impliqué avec les rencontres, avec les prospects et tout dans le processus de développement d'affaires aussi. Exactement. Donc, je vais travailler main dans la main avec nos équipes marketing qui vont faire ce que j'aime bien dire, le premier 50% du cycle de vente. Et par la suite, là, on va prendre le relais avec les ventes pour le deuxième 50% du cycle de vente, où est-ce que je vais prendre le prospect, ce qu'on appelle en anglais le nurturer, jusqu'à temps qu'on va avoir la signature là, de la proposition. OK. Je pense qu'avant d'aller en détail sur le cheminement, dans le fond, de l'implantation d'un CRM dans une organisation,
J'aimerais ça t'entendre ça. Est-ce qu'il y a des contextes qui sont non favorables ou qui sont plus favorables que d'autres? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'on peut être trop petit, trop gros pour introduire un CRM, c'est trop tard? Peut-être nous parler un peu des contextes dans lesquels vous vous insérez. Absolument. Pour répondre à la question très explicitement, il n'y a pas de mauvais contexte ou une taille d'organisation très précise qui va définir est-ce qu'on doit ou ne pas avoir un CRM. Souvent, c'est vraiment en fonction de la maturité de l'organisation. Il y a aussi le secteur d'activité qui va avoir un rôle direct dans le choix d'une plateforme. Souvent, ce qu'on va voir aussi dans certaines industries, c'est qu'il y a plusieurs industries qui sont archaïques, où est-ce que les méthodologies d'opération sont un petit peu qui datent légèrement. Donc souvent, c'est les signes qui vont faire en sorte que les clients vont se tourner vers nous pour dire j'ai besoin d'un outil qui va me permettre d'amener l'organisation à un autre niveau, qui va être un facilitateur à l'interne aussi. Il y a plusieurs contextes dans lesquels on va utiliser un CRM. Souvent, ça peut être indirectement lié aux finances, ça peut être indirectement lié à la comptabilité, ça peut aussi être directement lié aux opérations quotidiennes. Il y a aussi le volet vente. Donc, c'est des facteurs là qui vont faire en sorte que tant les PME, tant les grandes organisations vont se doter d'un outil là qui va les aider. Est-ce que, je dis ça comme ça, il y a beaucoup de PME, on va dire plus de PE, où il y a peu de vendeurs. Si on regarde dans le secteur B2B, on va avoir un dirigeant qui est impliqué pour les gros deals, par exemple, puis un représentant qui s'occupe des autres deals. Est-ce que ça peut être utile quand même? Est-ce que c'est un bon moment d'introduire ça avant que le département des ventes naisse, autrement dit? Ben absolument. Souvent, on voit certains contextes où est-ce que le CRM arrive un peu tard dans la croissance d'une organisation. Le nombre d'utilisateurs, encore une fois, ne devrait pas être un indicateur pour dire est-ce que je dois ou ne dois pas me doter d'un CRM. Souvent, comme je le mentionnais précédemment, c'est que ça vient faciliter les ventes. Ça vient aussi faciliter le processus de vente. On vient centraliser l'information en un seul endroit. Comme tu l'as expliqué précédemment, il y a plusieurs intervenants qui vont utiliser le CRM. Donc, ça permet aussi à même l'équipe de briser les silos. Donc, tout le monde a accès à la même information sous la même plateforme. Les gens vont venir suivre aussi les mêmes processus de vente. Donc, c'est sûr qu'il y a différents degrés d'opportunités. Il y en a que c'est des plus petites opportunités, il y en a qui sont des plus grandes opportunités. Ceci étant dit, dans le parcours client, là, donc le fameux Customer Journey, ben, il y a une série d'étapes qui doivent être suivies pour offrir une expérience de vente qui est optimale. Donc, si la PME ou même la PE se dote de cet outil-là plus tôt que tard, ça va qu'être bénéfique pour l'organisation. OK, bon, intéressant. Tu peux peut-être nous parler du chemin que vous prenez dans le fond pour l'intégration. C'est quoi les grandes étapes? Je pense que c'est un sujet qui doit souvent être abordé par vos clients, j'imagine. Donc, peut-être nous parler de comment ça se passe maintenant l'intégration d'un CRM. Comment ça se fait? Parce que souvent, je sens chez certains de nos clients ou des connaissances qu'on a, c'est souvent les gens voient ça gros, c'est-à-dire que c'est oh mon Dieu, on va implanter un nouveau logiciel dans l'entreprise, gestion du changement, c'est ça, changer les habitudes de faire, mais aussi c'est technologique, donc part de la technologie en quelque part et tout, courbe d'apprentissage. Je t'écoute. Ben écoute, il y a plusieurs points super intéressants que je pourrais élaborer au cours de notre discussion, mais commençons par le processus, puis je vais essayer de commencer très tôt dans le processus de recherche. Chez Solutions Maîtrise, ce qui est important, c'est de comprendre le contexte d'affaires. C'est de s'asseoir avec la personne et de s'assurer que c'est bel et bien le bon outil qu'il recherche, parce que souvent, ces outils-là, malheureusement, sont peut-être pas accessibles à tous et l'information parfois est difficile à obtenir. Donc, nous, on commence par ce qu'on appelle un discovery call. Donc, une séance où est-ce que l'équipe de vente va s'asseoir avec la personne qui a de l'intérêt pour ce genre de logiciel-là. Puis, on va écouter brièvement quels sont leurs besoins de très haut niveau. Une fois qu'on a cerné ces besoins-là et qu'on les a compris, évidemment, on passe à la prochaine étape où est-ce qu'on va discuter un petit peu plus du contexte d'affaires du potentiel client. On va poser les bonnes questions pour s'assurer que des requis de très haut niveau soient identifiés. Une fois que ces requis-là sont identifiés, et parfois les clients arrivent même avec une liste de requis qu'on va appeler un cahier des charges. Fait que souvent, ils arrivent
très préparé, tant une PE qu'une PME qu'une grande organisation. Il y a plusieurs contextes dans lesquels on fait face dans le processus de vente, et c'est correct. C'est correct de ne pas être préparé et de poser les bonnes questions. C'est ça notre rôle. Donc, c'est ce qu'on fait chez Solutions Metrics. Puis souvent, c'est ce qui va faire la différence entre le choix de Metrics ou un autre de nos compétiteurs. Donc, une fois que ces requis ont été identifiés, plus précisément, on va passer à la prochaine étape qui va être une démo. Donc, on va démontrer souvent 2 plateformes. Comme je l'ai introduit il y a quelques instants, on est plateforme agnostique, donc on n'est pas exclusif à un produit, donc on ne force pas le client à choisir une plateforme. On va vraiment mettre le client au centre de ce processus-là, et on va l'écouter pour s'assurer que le bon produit va lui être proposé. Donc souvent, on démontre 2 plateformes. Une fois que le choix de la plateforme a été effectué, ben là, c'est là qu'on passe à la proposition, et on commence par ce qu'on appelle une phase d'inception. C'est un élément, encore une fois, qui nous distingue très fortement, puisque cette phase-là, on ne touche pratiquement pas au produit. Donc, cette phase-là, on va vraiment rencontrer ce qu'on appelle les utilisateurs clés. Souvent, les utilisateurs clés peuvent faire partie de plusieurs équipes. Si le CRM regroupe vente, marketing et services, évidemment qu'on va avoir des utilisateurs clés pour chacune de ces facettes-là. Donc, on va écouter dans quel contexte très précisément ils vont utiliser l'outil. Et c'est ce qui va nous permettre de bâtir un plan de livrable. Le plan de livrable, souvent, peut se scinder en plusieurs phases. Donc, nous, on aime avoir l'approche qu'on dit crawl, walk, run, qui est souvent utilisée dans plusieurs contextes TI. Donc, on commence très petit par une phase 1 et ensuite, on accompagne le client à travers ces phases-là. Donc, c'est un peu comme ça où est-ce qu'on va préparer un projet. Maintenant, comment on livre un projet dans le contexte plus réel du client? On utilise la méthodologie agile. Fait que la méthodologie agile, ce n'est pas une méthodologie où est-ce qu'on va faire une phase 1, ensuite la phase 2 et qu'on ne regardera plus vers l'arrière. On s'ajuste constamment. Donc, on scinde le projet en plusieurs intervalles de 2 semaines dans laquelle on a une série d'initiatives agiles qu'on va faire avec le client. Et à la fin de ces 2 semaines-là, on va démontrer ce qui a été livré et le client va approuver ou désapprouver ce qui a été livré. Donc ça nous permet vraiment de maximiser le niveau de qualité du service d'implémentation qu'on offre, mais aussi on assure que le projet ne dérive pas de ce qui a été entendu au préalable. Donc en faisant ça, ça nous permet de s'ajuster aux besoins et si tout va bien, de maintenir une vélocité constante dans le projet. De plus, ce que ça nous permet de faire aussi, c'est que si en cours de projet, on voit qu'il y a des livrables qu'on a implémentés plus tôt, qu'on doit modifier ou optimiser, ça nous permet de faire une seconde phase d'itération, revenir vers l'arrière pour finir modifier, pour finalement continuer vers le but ultime du projet qui est de mettre un produit là, qui est viable entre les mains du client. C'est intéressant que tu compares des plateformes. Je suis curieux de savoir, c'est quoi les critères principaux qui vous permettent de sélectionner les 2 plateformes que vous allez présenter après votre première analyse, là, 32 000 pieds, si on veut. Peux-tu me parler de certains critères qui font en sorte que vous êtes capable de dire, OK, ce sera pas celle-là, ça va être plus dans ce type de plateforme-là? Certainement. C'est sûr que il y a le budget qui vient toujours avoir un impact sur le choix de la plateforme. Il y a aussi, comme je l'ai expliqué, à l'interne, est-ce qu'ils ont la flexibilité de pouvoir se doter d'un expert? Il y a certaines plateformes que malheureusement, le client ne peut pas être 100% indépendant pour opérer et maintenir cette plateforme-là à travers le temps. Tandis qu'à l'inverse, il y a d'autres plateformes qui le permettent. Donc, ça aussi, c'est des facteurs qui peuvent orienter le choix de la plateforme. Il y a aussi parfois le nombre d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs peut avoir un impact sur est-ce qu'on va avec une plateforme qui est un petit peu plus accessible ou est-ce qu'on va avec une plateforme qui est plus complète. Il y a les requis. Les requis, là, c'est vraiment ce qui dicte là, à 80% là, le choix de la plateforme. Souvent, il y a certaines plateformes qu'on ne peut pas faire la configuration avancée ou ce qu'on appelle du développement personnalisé. Donc, ça vient un peu restreindre le choix des plateformes. Et finalement, j'ajouterais, il y a aussi la durée de livraison. Comme je l'ai expliqué, c'est entre 0 et 6 mois, mais parfois en fonction des intégrations ou de certains requis, ça peut être
plus long. Et finalement, comme je l'explique brièvement, il y a les intégrations. Donc, qui dit intégration dit connecter l'outil de CRM avec d'autres plateformes technologiques. Ça peut être un système comptable, ça peut être un logiciel de gestion d'inventaire, ça peut être un logiciel de ce qu'on appelle du Transport Management System. Ou donc, du suivi de projet aussi, je veux dire. Du suivi de projet, évidemment. Il y a souvent les fameux ERP là, qu'on connaît dans l'industrie. Donc, il y a ces facteurs-là qui peuvent avoir un impact direct sur la durée de l'implémentation et le choix de la plateforme. Ben, c'est une très bonne question. Pour certaines plateformes, on parle vraiment de quelqu'un qui a un background TI, donc qui comprend comment l'outil, qui comprend le langage aussi du code sur lequel l'outil a été bâti. Donc ça, c'est dans le premier contexte. Dans le contexte où est-ce que le client est plus autonome et est indépendant sur l'utilisation de la plateforme, c'est vraiment les utilisateurs clés qui vont devenir familiers avec l'outil, qui vont pouvoir faire la configuration de base, qui vont pouvoir aller changer certains processus ou workflow, comme on dit dans l'outil. Donc, c'est ça un peu qui distingue, là, est-ce qu'on a besoin d'un expert à l'interne ou est-ce que on met des gens comme les représentants des ventes, les gens qui travaillent au niveau des opérations en charge de ce genre de projet-là. Donc, on parlait de plusieurs fonctionnalités différentes. Je pense que pour le bien-être de l'auditoire, c'est intéressant. Lorsqu'on parle de CRM, on va souvent penser à gérer un pipeline, base de données, des contacts, des prospects, des clients. On va parler d'échanges, de tracking, de communication, mais il y a un monde de fonctionnalités autour qui sont imbriquées dans le CRM. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est le plus tendance, ce que tu vois qui est de plus en plus demandé, tant du côté marketing que du côté vente? Pas de problème, mais commençons par le côté vente. Ce qu'on voit de plus en plus dans l'industrie, puis je pense que c'est là où est-ce que on va s'orienter dans le futur, c'est qu'il y a une tendance où est-ce que j'aime appeler de prospect to cash. Donc, on commence très, 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 très tôt dans le cycle de vente et on finit très, 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 très tard avec les outils CRM et les outils connexes. Je mentionne outils connexes parce que c'est une tendance qui est aussi très, très répandue dans les dernières années. C'est où est-ce qu'on vient intégrer le CRM au centre de l'écosystème de solutions. Et à ça, on vient y rattacher plusieurs autres outils qui vont permettre justement de couvrir le processus de prospect to cash. Sinon, en termes de fonctionnalité, je pense que vous avez énuméré quand même une liste qui est assez pertinente. Il y a tout ce qui est la gestion des contacts, il y a la gestion des comptes, qui est vraiment de base et qui est natif dans la majorité des plateformes qu'on va implémenter. Ceci étant dit, c'est l'utilisation de cette donnée-là qu'on va faire qui devient très intéressante. Donc, il y a tout ce qui est la création et la gestion des opportunités. Qui dit opportunité dit souvent soumission. Donc, on a un client qui va avoir une soumission qui est très tôt dans le cycle de vente. On peut générer l'ensemble de cette documentation-là à même le CRM. La beauté de la chose, c'est qu'on peut configurer, on peut ajouter le catalogue de produits ou de services qui va être dans l'outil, qui va permettre de pouvoir faire des soumissions qui sont très très justes et très pertinentes en fonction du contexte du client. Ensuite, il y a l'étape suivante où est-ce qu'on veut convertir cette opportunité-là, donc de recevoir la soumission, la fameuse soumission signée, où est-ce qu'on passe à l'étape suivante qui est la gestion des commandes. Donc, on peut faire une gestion des commandes complète à même le CRM et ça va même jusqu'à la gestion des contrats, qui est l'étape suivante, et quand je dis prospect to cash, qui est où est-ce on transfère l'information vers un logiciel comptable ou est-ce que ça pourrait être natif aussi dans la suite du CRM dans lequel on va faire tout le processus de facturation. Donc, s'il y a une facturation qui est récurrente ou quoi que ce soit, le reste du processus va se faire dans un autre logiciel. Ceci étant dit, l'information va toujours être centralisée dans le CRM. C'est là où est-ce qu'on va avoir accès à tous ces données-là. Donc ça, c'est des fonctionnalités ou des tendances qu'on voit qui est de plus en plus demandées dans l'industrie. C'est sûr que tout le côté gestion des workflows, gestion des processus automatisés qui est super intéressant dans les CRM. La beauté de ces outils-là, c'est qu'on a accès au source code. Donc, peu importe ce que le client nous demande, soit que c'est de la configuration sur une fonctionnalité qui
qui est out of the box, donc qui fait partie de l'outil lorsqu'on achète les licences, ou lorsque c'est des demandes qui sont plus personnalisées, on a accès à configurer et intégrer cette fonctionnalité-là en fonction des demandes du client. Donc ça, c'est ce qui tourne un peu autour des fonctionnalités, des tendances au niveau du CRM. C'est sûr et certain qu'on pourrait en discuter durant une avant-midi complète, mais grosso modo, là, c'est les demandes un petit peu plus tendances qu'on reçoit récemment. Du côté du marketing automatisé, le marketing automatisé, en fait, il y a beaucoup de demandes qui traitent à l'automatisation des initiatives de marketing. Qui dit automatisation des initiatives marketing dit envoi de courriel automatisé, gestion des événements, création de modèles de courriel, création de pages d'atterrissage personnalisées, connexion avec le site web. Donc, comment est-ce qu'on peut faire passer une personne qui est un third-party data à un first-party data. Donc, ça, c'est le genre d'initiative qu'on va faire en marketing automatisé. Les demandes en marketing automatisé, où est-ce que ça devient plus tendance ou plus personnalisé, c'est les stratégies qui vont graviter autour de l'outil. C'est là où est-ce que l'outil de marketing automatisé devient très intéressant parce que un outil de marketing automatisé peut être utilisé dans plusieurs contextes, de plusieurs façons différentes, mais ce qui va venir distinguer une bonne utilisation de l'outil, c'est comment on l'utilise. Là, tu parles de marketing automatisé autour de la génération de leads aussi, j'imagine. Donc, ça nous permet en concret de savoir la provenance des leads. Donc, on sait que le marketing va travailler des fois des méthodes inbound, va travailler en pub, va travailler en marketing de contenu, va travailler en référence d'influenceurs, peu importe. Et puis, il y a aussi le volet vente qui vont faire de la prospection. Ils vont partir from scratch de certaines listes, puis ils vont faire leur chemin par LinkedIn, par courriel direct, par téléphone, ou quoi que ce soit. Il y a tous ces gens-là qui vont revenir visiter le site Internet. Mais ça, tu me parles un petit peu de comment on est capable aujourd'hui de savoir, ce qui est un peu épeurant ou presque là, pour ceux qui nous écoutent, mais de savoir par où est passé chacun des leads qui se trouvent dans le CRM. C'est une très bonne question, puis encore une fois, on va essayer d'élaborer ensemble le parcours du début jusqu'à la fin. J'ai énuméré tantôt third party data, first party data. Donc commençons par clarifier tout ça, puis par la suite, on va pouvoir vraiment confirmer comment on utilise le marketing automatisé, comment les ventes ont un impact dans tout ça. Donc, third-party data, c'est dans le contexte où est-ce que, si je prends mon cas, par exemple, je suis Pascal Bastien, je vais sur le site de Solutions Metrics. À ce stade-ci, si je ne fais pas partie de la base de données, je suis ce qu'on appelle un cookie. Donc, je suis une série de lettres et de chiffres qui est long comme mon bras, et je sais quelle page visiter, combien de temps j'ai passé sur le site web, quelle a été la dernière page visitée, mais sans plus. Le first party data, c'est le moment où est-ce que la personne va entrer dans la base de données, où est-ce qu'on va avoir de l'information sur ses comportements, ses préférences, toute l'information qui est propre à Pascal Bastien, tout ce qui est du socio-démo. Donc, c'est cette information-là qui est pertinente à des fins marketing parce que c'est difficile de rejoindre des gens par les pages les plus visitées ou ce genre d'indicateurs de performance-là. Donc, si on commence par comment est-ce que la personne peut atterrir sur le site web, ben c'est sûr qu'il y a les initiatives médias qu'on connaît tous, du SEO, du SEM, des campagnes de publicité payante. Ça peut être soit sur Google, ça peut être des publicités payantes sur Facebook, LinkedIn, etc. Donc, le but, c'est de générer le plus de trafic possible sur votre site web ou toute autre plateforme. Ensuite, il faut vraiment maximiser les sources d'acquisition. Donc, les sources d'acquisition, ça peut être ce qu'on appelle un petit chatbot, ça peut être un slider, donc une page qui monte légèrement dans le coin de votre page sur votre site web. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un pop-up, donc quelque chose qui apparaît à l'écran quand on visite un site web. Ça peut être du contenu, donc télécharger du contenu contre les informations de la personne. Donc, ça peut être des e-books, ça peut être des histoires à succès. Ça peut être tout autre type de contenu visuel, ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts. Donc, bref, il y a plusieurs méthodologies pour aller acquérir une personne. Une fois que cette personne-là a été acquérie, bien évidemment, dans le CRM et dans l'outil de marketing automatisé, on a la source,
On a le canal, donc ça peut être, le canal étant le site web. Je t'arrête 2 secondes, mais oui, vas-y. Quand on dit on acquiert, ça veut dire que la personne, le visiteur a carrément laissé ses coordonnées, qu'il a laissé son courriel, entre autres, ou son numéro de téléphone, ou les deux. Définitivement. Puis, c'est à l'organisation de vraiment définir quel type de données on vient collecter. Donc, on appelle la donnée riche, donc c'est propre à chaque industrie. Donc, c'est pour Solutions Metrics, avoir la grandeur de vos souliers, pour nous, ça veut pas nécessairement dire grand-chose. Ceci étant dit, la plateforme CRM dans laquelle vous avez de l'intérêt, ça va nous permettre de faire des initiatives marketing en fonction de ça. Donc, la donnée riche prend toute son ampleur à ce moment-ci, puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être collecté au premier engagement. Vous allez voir là que c'est un processus qui se fait sur le moyen-long terme. Donc, on peut demander des informations de base au moment 1 et au moment 2, revenir à la charge avec soit une demande pour compléter un profil, une demande à savoir, ça peut être un sondage, ça peut être une participation à un événement. Donc, il y a un deuxième moment et même un troisième, quatrième, cinquième moment qui va permettre de dresser un profil 360 de cette personne-là. Ce profil-là est reflété dans l'outil de CRM et de marketing automatisé, dans lequel on va vraiment avoir l'ensemble de l'information nécessaire pour faire des initiatives marketing qui sont personnalisées. Là, c'est sûr qu'il faut éviter d'être en hyper personnalisation parce que, comme vous l'avez mentionné tantôt, ça peut devenir un peu effrayant. Mais j'aime dire faire de la personnalisation dans de la masse. Fait que c'est de développer une relation 1 à 1 avec votre communauté sans être trop intrusif. Donc, une fois qu'on a la donnée dans le marketing automatisé, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir scinder les leads en différentes audiences qui vont être définies par certaines caractéristiques. Et par la suite, en fonction des actions de ces personnes-là, on peut générer des campagnes de marketing qui sont automatisées. Un exemple étant, Pascal Bastien a visité une certaine page sur le site web. On va générer une série de courriels. Pascal Bastien a fait un achat avec votre organisation. On va générer une autre série de courriels. Ça peut être aussi d'autres types de notifications ou d'initiatives marketing automatisées. Tranquillement, pas vite, on voit une tendance au niveau des SMS. On voit une tendance aussi là au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs nouvelles tendances en termes de marketing qui sont en train de percer le marché et qui sont directement corrélées avec l'outil de marketing automatisé en soi. Bon, Pascal, à la lumière de tout ce que tu viens de nous dire sur les fonctionnalités, puis il y en aurait énormément à dire, on a quand même des limites où on garde un format qui est quand même assez court. Je pense que la question qui est sur le bout des lèvres de tout le monde qui peuvent nous écouter, c'est bon, ça coûte combien? Ben, c'est sûr que souvent c'est un sujet qui est relativement sensible à aborder avec chacun de nos clients. Ceci étant dit, il n'y a pas de bon ou de pas bon budget. C'est vraiment en fonction des besoins de l'organisation, c'est vraiment en fonction des requis. Il n'y a pas de taille précise de projet à laquelle Solutions Metrics va viser. On est à l'écoute de l'ensemble de nos clients. Et ça peut le temps aller entre 0 et 10 000, 10 000 et 50 000, 50 000 et 250 000, ça peut même se rendre jusqu'à des millions. Ceci étant dit, c'est vraiment propre à chacun des contextes et à chacun des clients. De plus, ce qui est important de souligner, c'est on voit une tendance là au courant des dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de subventions qui sont accessibles aux entreprises du Québec. Donc, on accompagne nos clients à travers ces demandes de subventions-là. Par contre, c'est important de souligner qu'on n'est pas des experts, que ce n'est pas la nature de Solutions Metrics, mais ça nous fait plaisir là, de fournir l'ensemble des détails requis pour faciliter ce processus de demande de subvention-là pour les entreprises ici. Je pense que la volonté du gouvernement, là, c'est de favoriser la transformation numérique des entreprises, le virage numérique des entreprises, j'imagine. Absolument. Je pense que le contexte dans lequel on est malheureusement aujourd'hui nous permet de constater que c'est de plus en plus important de se doter de ce genre de logiciel-là. Il y a beaucoup moins d'interactions 1 à 1 avec et en présentiel avec nos clients et les clients de nos clients. Donc, c'est certain que le côté technologique pour nous dans les dernières années a continué d'accélérer. Donc, malgré le fait qu'on a été dans une pandémie mondiale, l'industrie de l'ATI a continué à maintenir son rythme et son taux de croissance. Donc, ça prouve vraiment là, que le gouvernement du Québec met les mesures nécessaires derrière l'accélération des entreprises d'ici d'un point de vue numérique.
Je sais que c'est probablement pas la question que tous se posent en ce moment, mais il y en a qui se la posent probablement. Des petites organisations qui se disent, ouais, mais moi, ma feuille Excel, mon fichier Excel est tellement complet, j'ai pas besoin de ça, un CRM. En finissant, tu leur dirais quoi? En fait, c'est sûr que cette feuille Excel-là a probablement son lot de bons côtés, mais l'objectif, c'est vraiment de faciliter tout ça, d'avoir un virage numérique, de se mettre dans une position où est-ce qu'on va optimiser le temps et l'effort derrière chaque initiative de vente et de marketing. Donc, le Excel, à un certain point, va plafonner. L'objectif, c'est pas de se mettre dans un contexte où est-ce qu'on est à 95% de nos capacités. C'est de se mettre dans un contexte où est-ce qu'on est peut-être à 10, 15, 20, 30% de nos capacités, mais qu'il y a un 70% de croissance anticipée. Fait que dans le futur, on le sait qu'on a un logiciel qu'on utilise peut-être de manière restreinte, mais qui va nous suivre et nous accompagner dans la croissance. Donc ça, c'est un peu le mindset là, qu'on doit avoir en tant que PE, en tant que PME. C'est de pas nécessairement se dire aujourd'hui, ça fonctionne, mais si on regarde demain, donc une vision court, moyen, long terme, est-ce que ça va toujours fonctionner? Donc souvent, c'est un sujet qu'on est d'abord plus tôt que tard là, avec nos clients. C'est la réponse qui fait en sorte qu'on commence à prendre une décision d'implanter un CRM. Voilà. Donc, ça conclut le sujet d'aujourd'hui. Merci énormément, Pascal, de ta visite aujourd'hui, de ta contribution. Un gros merci. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions, Solutions Matrix, on est toujours disponible. Donc, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Donc, je sais que c'est un sujet souvent qui est un petit peu méconnu. Donc, n'hésitez surtout pas. Puis, en espérant revenir vous voir très bientôt. Si on veut te rejoindre, j'imagine que tu es présent sur LinkedIn. On peut peut-être divulguer ton adresse courriel dans notre checklist qui va suivre l'épisode, qui a l'habitude de suivre. Certainement, j'ai aucun problème avec ça. LinkedIn, courriel, texto, pigeon voyageur, je n'ai pas là, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comme à l'habitude, mon équipe vous a préparé un aide-mémoire des principaux sujets abordés dans l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant sur notre site internet au oxb2b.com/podcast afin de vous inscrire et d'être notifié pour notre prochain épisode et aussi recevoir notre aide-mémoire de l'épisode d'aujourd'hui. Merci, à la prochaine!